Imaginez la scène, une nuit d'hiver glaciale dans l'Europe médiévale, quelque part au XIIIe siècle. Dehors, le givre s'insinue dans le paysage tel un envahisseur silencieux, transformant tout ce qu'il touche en sculpture cristalline. Le vent hurle à travers les branches nues des arbres et cherche la moindre fissure dans les murs de pierre des maisons et des châteaux du continent. À l'intérieur, il n'y a pas de thermostat à régler, pas de couverture électrique à allumer, pas de système de chauffage central pour apporter du réconfort d'une simple pression sur un bouton. La température chute bien en dessous de zéro, et pourtant, des millions de personnes ont non seulement survécu à ces conditions, mais ont aussi réussi à dormir profondément durant des nuits d'hiver, qui pousseraient la plupart des gens d'aujourd'hui à chercher frénétiquement des sources de chaleur supplémentaires. Comment faisaient-ils? La réponse réside dans une combinaison de techniques ingénieuses, de connaissances empiriques et d'une compréhension intime de la thermodynamique que la science moderne commence seulement à apprécier pleinement. Dans cette vidéo, vous découvrirez 7 astuces médiévales remarquables pour dormir dans le froid. Des méthodes qui n'étaient pas de simples substituts à la technologie moderne, mais dans de nombreux cas, des solutions supérieures qui fonctionnaient de manière plus efficace, plus durable et plus intelligente que les approches contemporaines. Nous explorerons le lit à baldaquin, avec ses lourds rideaux qui créaient un microclimat plus chaud que la pièce elle-même. Vous découvrirez l'utilisation sophistiquée de plusieurs couches de literie et de vêtements en laine, plus performantes que de nombreux matériaux synthétiques modernes. Nous révélerons comment les pierres chauffées et les chauffe-lits fournissaient une chaleur ciblée sans la consommation d'énergie des couvertures électriques. La pratique du sommeil partagé illustrera le principe biologique de la kleptothermie, le partage de la chaleur corporelle. Nous examinerons le positionnement stratégique des pièces et la conception architecturale qui maximisait le chauffage passif. Vous découvrirez pourquoi les lits de plumes et les paillasses étaient des merveilles d'ingénierie en matière d'isolation naturelle. Enfin, nous nous pencherons sur les braseros portables et les feux contrôlés qui offrirent des solutions de chauffage flexibles sans nécessité d'infrastructures complexes. Ce que vous êtes sur le point de découvrir remet en question l'idée reçue selon laquelle les gens du Moyen Âge étaient primitifs et vivaient dans l'inconfort. La vérité, comme nous le verrons, est bien plus complexe et fascinante. La période médiévale, qui s'étend approximativement du 5e au 15e siècle, a connu des variations climatiques spectaculaires. L'optimum climatique médiéval, survenu approximativement de 950 à 1250, a offert des conditions relativement douces qui ont favorisé l'expansion agricole et la croissance démographique à travers l'Europe. Cependant, les hivers pouvaient encore être d'une froideur brutale, et le petit âge glaciaire qui a suivi, débutant vers 1300, a apporté des conditions encore plus rudes. Au cours de ces siècles, les gens de toutes les classes sociales, des paysans dans leurs simples chaumières, aux nobles dans leurs grands châteaux, ont dû faire face à des températures qui descendaient régulièrement en dessous de zéro. Les murs de pierre qui protégèrent du vent et des ennemis conduisaient aussi efficacement le froid dans les espaces de vie. Les fenêtres en verre, lorsqu'elles existaient, étaient chères et souvent rudimentaires, offrant une isolation minimale. Les volets en bois offraient une certaine protection, mais bloquaient la lumière. Dans cet environnement, rester au chaud pendant le sommeil n'était pas une question de confort, mais de survie. Les techniques développées au fil de siècles d'essais et d'erreurs représentent un corpus de connaissances pratiques dont la science thermique moderne confirme la remarquable sophistication. Ce qui rend ces méthodes médiévales particulièrement intéressantes d'un point de vue contemporain, c'est leur durabilité et leur efficacité. Contrairement au système de chauffage moderne, qui consomme d'énormes quantités d'énergie et nécessite des infrastructures complexes, les techniques de sommeil médiéval fonctionnaient principalement avec des systèmes passifs, des matériaux naturels et l'ingéniosité humaine. Elles créaient de la chaleur là où elle était nécessaire, dans l'environnement de sommeil immédiat, plutôt que de tenter de chauffer des pièces ou des bâtiments entiers. Cette approche ciblée signifiait qu'un apport énergétique moindre était requis, et les méthodes pouvaient être employées par des personnes de tout le spectre économique, pas seulement les riches. Alors que nous sommes confrontés aux défis contemporains liés à la consommation d'énergie, au changement climatique et au mode de vie durable, ces solutions médiévales offrent une pertinence surprenante. Le passé, dans ce cas, offre des leçons que le futur pourrait avoir besoin de réapprendre. D'ici peu, nous commencerons notre exploration avec peut-être l'innovation médiévale la plus emblématique en matière de sommeil. Le lit à baldaquin à rideaux.
L'image d'un grand lit à baldaquin, avec de somptueux rideaux en tissu, est devenue synonyme du luxe médiéval et du début de l'ère moderne dans l'imaginaire populaire. Pourtant, ce meuble distinctif était bien plus qu'un symbole de statut social ou un élément décoratif. Il représentait une compréhension sophistiquée de la conservation de la chaleur et de la création de microclimats que la science moderne reconnaît comme étant thermiquement génial. Pour comprendre pourquoi le lit à baldaquin à rideaux était une solution de sommeil si efficace par temps froid, nous devons examiner sa conception, les principes qui le faisaient si fonctionner et le contexte social qui a façonné son utilisation. La structure de base d'un lit à baldaquin se composait de 4 colonnes ou poteaux verticaux positionnés à chaque coin de la surface de couchage, qui soutenaient un ciel de lit ou un panneau supérieur, essentiellement un plafond au-dessus du lit. De ce cadre pendaient des rideaux faits de divers tissus selon la richesse du propriétaire. Ces rideaux pouvaient être ouverts pendant la journée ou par temps chaud, et complètement fermés la nuit ou pendant les périodes froides, créant ainsi un petit espace clos autour du dormeur. Les premières références à de tels lits apparaissent sous diverses formes dans la littérature médiévale. Des sagas irlandaises du XIIe siècle décrivent des lits élaborés avec des poteaux d'or et d'argent assemblés avec art, suggérant que le concept était déjà bien établi à cette époque parmi la noblesse. L'un des exemples les plus célèbres qui subsistent est le lit de mariage commandé pour le roi Henri VII en 1486, qui démontrait à la fois le prestige et les avantages pratiques de cette conception. Le génie du lit à rideaux résidait dans sa création de ce que les ingénieurs thermiques modernes appelleraient une lame d'air immobile, un petit volume d'air clos qui, une fois réchauffé par la chaleur corporelle, restait relativement stable et conservait la chaleur bien plus efficacement que l'air libre d'une pièce. Ce principe est fondamental dans la technologie de l'isolation. L'air lui-même est en fait un excellent isolant. Les gaz ont une faible conductivité thermique par rapport au liquide et au solide. Le défi est de maintenir l'air immobile, car lorsque l'air peut se déplacer librement par des courants de convection, il transfère la chaleur loin des surfaces chaudes. Les rideaux d'un lit à baldaquin résolvaient ce problème avec élégance. Une fois fermés, ils créaient une barrière qui empêchait l'air froid de la pièce de se mélanger à l'air plus chaud entourant le dormeur. Le tissu lui-même fournissait une couche supplémentaire de résistance au transfert de chaleur. Le résultat était un microclimat à l'intérieur de l'espace clos qui pouvait être de 10 à 15 degrés plus chaud que la température ambiante de la pièce, maintenu uniquement par la chaleur passive dégagée par le corps humain. Examinons la physique de plus près. Un corps humain au repos génère environ 80 à 100 watts de chaleur, à peu près l'équivalent d'une ampoule à incandescence standard. Dans une pièce ouverte, cette chaleur se dissipe rapidement par convection et rayonnement, réchauffant un grand volume d'air qui se mélange continuellement à de l'air plus froid. Mais à l'intérieur de l'espace confiné d'un lit à rideaux, ces mêmes 100 watts d'énergie thermique réchauffent un volume d'air beaucoup plus petit, peut-être seulement 20 à 30 pieds cubes, contre des centaines ou des milliers de pieds cubes dans une pièce entière. Plus l'espace est petit, plus il peut être réchauffé efficacement par une source de chaleur donnée. De plus, les rideaux réduisaient la perte de chaleur par rayonnement. Le corps humain émet un rayonnement infrarouge. C'est ainsi que nous perdons de la chaleur même dans un air calme. Les lourds rideaux en tissu absorbent et réémettent une partie de cette énergie vers le dormeur, améliorant encore la rétention de chaleur. C'est précisément le même principe utilisé par les sacs de couchage de camping modernes qui créent un petit espace isolé autour du corps. La différence est que les gens du Moyen Âge ont développé cette solution sans aucune compréhension formelle de la thermodynamique. Ils l'ont découverte par l'observation empirique et l'expérimentation pratique. Le contexte social des arrangements de sommeil médiévaux rendait le lit à baldaquin encore plus nécessaire du point de vue de l'intimité, bien que cela ait également contribué à son efficacité thermique. Dans les maisonnées médiévales, même parmi la noblesse, l'intimité telle que nous la comprenons aujourd'hui était largement inexistante. Les serviteurs et les gardes du corps dormaient régulièrement dans les mêmes pièces que leurs maîtres. Dans les châteaux, la grande salle remplissait de multiples fonctions, et même la chambre privée du seigneur pouvait n'être séparée des espaces communs que par une cloison ou un rideau. Dans ces circonstances, un lit qui pouvait être complètement fermé offrait le seul véritable espace privé disponible. Les rois et les hauts nobles recevaient parfois des visiteurs et menaient des affaires au lit, les rideaux ouverts pour exposer la magnificence du lit. Cependant, lorsque les rideaux étaient tirés,
Il signifiait que l'occupant ne devait pas être dérangé et créait un espace intime invisible de l'extérieur. Ce besoin d'intimité signifiait que les rideaux étaient souvent faits de tissus épais et lourds, précisément les matériaux qui offraient également la meilleure isolation thermique. La qualité et le type de tissu des rideaux variaient énormément en fonction du statut social et de la richesse. Les plus fortunés pouvaient utiliser du velours, du damas ou d'autres tissus lourds, parfois doublés de couches supplémentaires pour plus de chaleur et de grandeur. Ces matériaux étaient d'excellents isolants en raison de leur épaisseur et de leur tissage serré. Les classes moyennes pouvaient utiliser du drap de laine qui, comme nous l'explorerons plus en détail dans un instant, possède des propriétés thermiques exceptionnelles. Même les ménages relativement pauvres qui pouvaient y s'offrir un cadre de lit convenable pouvaient utiliser des matériaux plus simples, comme du lin épais ou de la laine grossière. Ce qui importait n'était pas le coût du tissu, mais sa capacité à réduire les mouvements d'air et à fournir une barrière entre l'espace chaud autour du dormeur et la pièce froide au-delà. Les preuves archéologiques et historiques suggèrent que même de simples rideaux faisaient une différence spectaculaire dans le confort de sommeil par temps froid. Lorsque nous comparons les arrangements de sommeil médiévaux à rideaux aux arrangements modernes, des contrastes surprenants apparaissent. La plupart des chambres contemporaines dans les pays développés sont chauffées à des températures relativement confortables, généralement entre 60 et 70 degrés Fahrenheit. Cela nécessite un apport énergétique substantiel, en particulier en hiver, car les systèmes de chauffage doivent continuellement remplacer la chaleur perdue à travers les murs, les fenêtres et la ventilation. L'air chauffé réchauffe tout le volume de la pièce, y compris tout l'espace non occupé par les dormeurs, ce qui est thermiquement inefficace. Même dans une pièce chauffée, beaucoup de gens utilisent des couvertures supplémentaires ou des couvertures électriques pour rester à l'aise, ajoutant une autre couche de consommation d'énergie. En revanche, l'approche médiévale concentrait l'énergie thermique exactement là où elle était nécessaire, en contact immédiat avec le corps endormi, et utilisait des barrières passives pour retenir cette chaleur. Aucun apport d'énergie n'était requis au-delà de la chaleur naturellement générée par le corps lui-même. D'un point de vue de la durabilité, c'est remarquablement efficace. De plus, l'environnement clos d'un lit à rideaux a pu offrir certains avantages pour la santé que les arrangements de sommeil ouverts modernes n'ont pas. Bien que les gens du Moyen Âge n'aient aucune connaissance de la théorie des germes, ils croyaient fermement que l'air froid, en particulier l'air de la nuit, était nocif pour la santé. Cette croyance, parfois appelée théorie des miasmes, soutenait que le mauvais air pouvait causer des maladies. Bien qu'ils se trompaient sur le mécanisme, ils avaient raison sur le fait que le maintien de la température corporelle pendant le sommeil est important pour la santé et que le stress dû au froid peut compromettre la fonction immunitaire. Le microclimat chaud à l'intérieur des rideaux du lit aidait à maintenir une température corporelle stable tout au long de la nuit. De plus, l'espace clos avait probablement une humidité plus élevée due à la respiration du dormeur, ce qui pouvait être plus confortable pour les voies respiratoires que l'air très sec produit par les systèmes de chauffage modernes. La recherche contemporaine sur les conditions de sommeil optimales suggère que des températures entre 60 et 67 degrés Fahrenheit sont idéales pour la qualité du sommeil, avec une bonne circulation de l'air, mais sans courant d'air direct, des conditions remarquablement similaires à ce qu'un lit à rideaux aurait fourni. Il convient de noter que le lit à baldaquin n'était pas le seul modèle de meuble à utiliser une isolation thermique à base de rideaux. Diverses formes d'espaces de couchage clos existaient à travers l'Europe médiévale et au-delà. Dans certaines régions, des lits en alcôve ou des lits clos, construits dans les murs des maisons, remplissaient une fonction similaire. Ces alcôves pouvaient être équipées de portes ou de rideaux et créaient un environnement thermique encore plus étroitement contrôlé. La persistance de telles conceptions à travers différentes cultures et siècles témoigne de leur efficacité pratique. Même aujourd'hui, dans les régions où les ressources de chauffage sont limitées, ou dans le milieu des loisirs de plein air, nous voyons des concepts similaires. Les lits à baldaquin dans les régions tropicales utilisent des moustiquaires pour la protection contre les insectes, tandis que les campeurs utilisent des tapis de sol et des sursacs de couchage pour créer de petits espaces protégés. Le principe reste valable. Créer la plus petite enceinte raisonnable autour du dormeur et il devient beaucoup plus facile de maintenir une chaleur confortable. L'évolution de la conception des lits nous en dit aussi quelque chose sur l'évolution des priorités et des technologies. À mesure que les cheminées sont devenues plus courantes à la fin de la période médiévale et que les systèmes de chauffage se sont progressivement améliorés,
la pure nécessité thermique des rideaux de lit a quelque peu diminué. Pourtant, ils sont restés populaires jusqu'au XVIIIe et XIXe siècle, suggérant que les gens appréciaient à la fois la chaleur et le sentiment d'espace privé clos qu'ils procuraient. Ce n'est qu'avec l'avènement du chauffage central fiable au XXe siècle que les lits ouverts sont devenus la norme. Fait intéressant, certains designers contemporains et défenseurs d'un mode de vie durable redécouvrent aujourd'hui les avantages d'espaces de sommeil plus clos. Les lits à baldaquin, bien que généralement plus décoratifs que fonctionnels dans les maisons modernes, ont connu un renouveau. Certains constructeurs soucieux de l'énergie expérimentent des chambres de sommeil, de petites zones de couchage bien isolées à l'intérieur de chambres plus grandes, qui peuvent être chauffées plus efficacement que des pièces entières. Dans ces innovations modernes, nous voyons un retour à des principes que les gens du Moyen Âge comprenaient intuitivement. La chaleur ciblée est plus efficace que le chauffage ambiant et les barrières passives sont plus durables que les systèmes énergétiques actifs. Alors que la structure du lit fournissait un environnement thermique clos, ce qui se trouvait à l'intérieur de cet espace était tout aussi crucial pour rester au chaud pendant les longues nuits d'hiver. Les gens du Moyen Âge dépendaient fortement de la laine, pour les vêtements, les couvertures, les housses de matelas, et pour pratiquement toutes les applications textiles, où la chaleur était une priorité. La domination de la laine dans l'Europe médiévale n'était pas simplement une question de disponibilité, bien que les moutons fussent en effet abondants. La laine possède des propriétés thermiques qui la rendent particulièrement adaptée à une utilisation par temps froid, des propriétés que la science moderne a confirmées et que les fabricants contemporains de vêtements de plein air et de performance ont redécouvertes après des décennies passées à se concentrer sur les matériaux synthétiques. Pour comprendre l'importance de la laine dans la vie médiévale, nous devons d'abord reconnaître sa signification économique et sociale. La laine était l'une des marchandises les plus précieuses de l'Europe médiévale, animant des réseaux commerciaux qui s'étendaient sur tout le continent. Les célèbres foires de Champagne, qui servaient de grands centres commerciaux du XIIe au XIVe siècle, traitaient abondamment de la laine et du drap de laine. L'Angleterre produisait de vastes quantités de laine pour l'exportation, principalement vers la Flandre et l'Italie, où elle était tissée en draps de qualités diverses. Au XIVe siècle, les villes italiennes, en particulier Florence, étaient devenues les principaux centres de fabrication de laine d'Europe, produisant des tissus fins qui étaient échangés à travers le monde connu. Le commerce de la laine a généré d'énormes richesses, financé l'ascension des classes marchandes et influencé les relations politiques entre les régions. Les systèmes de guildes qui contrôlaient la production de draps exerçaient un pouvoir économique et politique important dans de nombreuses villes médiévales. Cette importance commerciale signifiait que la laine, sous de nombreuses formes et qualités, était disponible pour tout le spectre social, du tissu non teint le plus grossier pour les paysans au drap fin pour la noblesse. La supériorité thermique de la laine découle de sa structure physique et de ses propriétés chimiques. Les fibres de laine sont naturellement frisées et ondulées, créant une structure tridimensionnelle qui emprisonne l'air dans d'innombrables petites poches. Comme nous l'avons vu pour les rideaux de lit, l'air est un excellent isolant lorsqu'il est empêché de bouger. La structure complexe du tissu de laine crée des millions de petites cellules d'air dans tout son volume. Ces poches d'air piégées ne peuvent pas transférer efficacement la chaleur par convection, car l'échelle est trop petite pour que des courants d'air se développent. Et le rapport élevé, surface-volume, crée une traînée visqueuse qui empêche le mouvement des gaz. Le résultat est un matériau qui possède des propriétés d'isolation exceptionnelles par rapport à son poids. Les archives historiques et les exemples survivants indiquent que les couvertures et couvre-lits médiévaux étaient souvent faits de draps de laine épais, parfois composés de plusieurs couches. Les individus plus riches pouvaient avoir des couvertures en laine, allant de couvertures rugueuses et épaisses à des draps finement tissés, selon l'usage et la saison. L'une des propriétés les plus remarquables de la laine, particulièrement pertinente pour les conditions de sommeil médiévales, est sa capacité à conserver son pouvoir isolant même lorsqu'elle est humide, contrairement au coton ou au lin, qui perdent une grande partie de leur valeur isolante lorsqu'ils sont mouillés et peuvent en fait conduire la chaleur loin du corps. La laine reste chaude même avec une teneur en humidité importante, jusqu'à 30% de son poids sec. Cette propriété découle de la structure chimique de la laine. Les fibres de laine sont faites de protéines de kératine qui peuvent absorber la vapeur d'eau, tandis que les écailles externes de la fibre empêchent l'eau liquide de pénétrer facilement. Lorsque la laine absorbe l'humidité, le processus génère en fait une petite quantité de chaleur par une réaction exothermique.
Dans le contexte du sommeil médiéval, c'était crucial. Les bâtiments en pierre sont intrinsèquement humides, surtout par temps froid lorsque l'eau se condense sur les surfaces froides. Le corps humain libère de l'humidité par la respiration et la transpiration tout au long de la nuit. Dans l'espace clos d'un lit à rideaux, l'humidité s'accumulerait. La literie en laine absorberait cette humidité sans perdre ses propriétés isolantes, alors que d'autres matériaux seraient devenus froids et moites. C'est l'une des raisons pour lesquelles la laine est restée le matériau de prédilection pour les couvertures et les couvre-lits jusqu'à l'ère moderne, et pourquoi elle a fait un retour en force dans les vêtements de plein air et de sport après des décennies de domination synthétique. Les gens du Moyen Âge comprenaient également le principe de la superposition, bien qu'ils n'auraient pas utilisé ce terme. Plusieurs couches de tissu emprisonnent l'air non seulement à l'intérieur de chaque couche, mais aussi entre les couches, multipliant l'effet isolant. Les sources historiques et les œuvres d'art de l'époque montrent des lits empilés de multiples couvertures, des draps de lin contre la peau, le lin étant lavable et lisse, puis des couvertures ou des couvre-lits en laine, parfois surmontés de fourrures ou de couches de tissu supplémentaires. L'arrangement exact variait selon la richesse et la région, mais le principe des couches multiples était constant. Les preuves archéologiques provenant de lits médiévaux conservés et l'analyse des inventaires historiques révèlent que même les ménages relativement modestes pouvaient avoir plusieurs couvertures en laine, tandis que les riches accumulaient des quantités impressionnantes de literie. Ce n'étaient pas de simples étalages de richesse, c'étaient des nécessités fonctionnelles. Lors des nuits les plus froides, des couches supplémentaires pouvaient être ajoutées. À mesure que les conditions changeaient, des couches pouvaient être retirées. Cette flexibilité permettait un réglage fin de la chaleur, d'une manière que les solutions modernes, à une seule couche comme les couvertures électriques, ne fournissent pas aussi naturellement. Les vêtements portés pour dormir à l'époque médiévale méritent également notre attention, en particulier le bonnet de nuit, qui est devenu une sorte de cliché historique, mais qui avait un véritable objectif thermique. La croyance en Europe médiévale que l'air froid de la nuit était activement nocif pour la santé a conduit à la pratique de se couvrir la tête pendant le sommeil. Les femmes portaient généralement un long morceau de tissu enroulé autour de la tête, semblable à un turban ou un foulard, qui pouvait être noué solidement pour rester en place toute la nuit. Les hommes portaient traditionnellement des bonnets de nuit qui étaient des chapeaux pointus, souvent avec une longue pointe qui pouvait descendre le long de la nuque, parfois terminée par un pompon ou un gland. Cette longue queue pouvait être enroulée autour du cou comme une écharpe, offrant une protection supplémentaire contre les courants d'air. Ces vêtements étaient généralement en laine ou en lin, parfois les deux en couche, et étaient portés par des personnes de toutes les classes sociales. L'usage répandu des bonnets de nuit a persisté de l'époque médiévale jusqu'au XXe siècle, en particulier en Europe du Nord, où les hivers étaient les plus rudes. Le raisonnement thermique derrière les bonnets de nuit est lié à la façon dont le corps humain perd de la chaleur. Bien que le mythe selon lequel nous perdons 30% de la chaleur corporelle par la tête ait été démystifié, nous perdons de la chaleur proportionnellement sur toute la peau exposée. La tête présente des défis uniques pour la rétention de chaleur. La tête et le cou sont richement irrigués par des vaisseaux sanguins proches de la surface de la peau. C'est pourquoi ils sont efficaces pour rayonner l'excès de chaleur lorsque nous avons trop chaud. Pendant le sommeil dans un environnement froid, cependant, cette perte de chaleur devient un problème. La tête est généralement hors des couvertures, exposée à l'air ambiant. Un bonnet de nuit fournit une isolation pour cette zone exposée, réduisant considérablement la perte de chaleur. La longue queue des bonnets de nuit pour hommes protégeait spécifiquement l'arrière du cou, où d'importants vaisseaux sanguins passent près de la surface. En gardant ces zones couvertes, les bonnets de nuit aidaient à maintenir la température corporelle globale avec un minimum d'inconfort. La pratique était si ancrée dans la culture médiévale et du début de l'ère moderne que les images de personnes dormant sans bonnet de nuit sont rares dans les œuvres d'art de l'époque. Lorsque nous comparons la literie et les vêtements en laine médiévaux aux matériaux de sommeil modernes, plusieurs contrastes intéressants apparaissent. Le XXe siècle a vu une explosion de matériaux synthétiques, polyester, acrylique, polaire, fabriqués à partir de fibres plastiques, qui étaient commercialisés comme étant supérieurs aux matériaux naturels. Ces synthétiques avaient des avantages. Ils étaient souvent moins chers, plus faciles à entretenir, et pouvaient être conçus pour des propriétés spécifiques. Cependant, en termes de performance thermique pure et de confort, de nombreux synthétiques sont inférieurs à la laine. La polaire en polyester, par exemple,
offre une bonne isolation lorsqu'elle est sèche, mais perd de son efficacité lorsqu'elle est humide et ne respire pas aussi bien que la laine, ce qui entraîne une sensation de moiteur due à la transpiration piégée. L'acrylique ne régule pas la température aussi efficacement. Les couvertures électriques modernes fournissent de la chaleur, mais nécessitent un apport énergétique constant, peuvent surchauffer et présentent des problèmes de sécurité. De plus en plus, les industries des loisirs de plein air et des vêtements de performance sont revenues à la laine, en particulier la laine mérinos, pour les couches de base, les chaussettes et les équipements pour temps froid. Les tests contemporains ont confirmé ce que les gens du Moyen Âge savaient empiriquement. La laine est tout simplement plus performante dans des conditions froides et humides. L'aspect durable de la laine mérite également d'être pris en considération. La production de laine médiévale était entièrement renouvelable et biodégradable. Les moutons étaient élevés sur des terres souvent impropres à la culture, broutant la végétation naturelle. La tonte était annuelle et ne nuisait pas aux animaux. La transformation de la laine en fil et en tissu demandait beaucoup de main-d'œuvre, mais ne nécessitait aucun intrant chimique au-delà des colorants naturels et des agents de nettoyage comme l'urine, qui fournissait l'alcali pour le dégraissage, ou les savons à base de plantes. Le produit fini était durable, pouvait durer des années, voire des décennies avec un entretien approprié, et une fois usé, se biodégradait complètement. Comparez cela aux couvertures synthétiques modernes, qui sont des produits pétroliers, nécessitent des processus industriels pour leur fabrication, perdent des fibres de microplastiques lors de l'utilisation et du lavage, et persisteront dans les décharges pendant des siècles sans se décomposer. D'un point de vue environnemental, la literie en laine médiévale était largement supérieure à de nombreuses alternatives modernes. Alors que la société contemporaine est aux prises avec la pollution plastique et cherche des matériaux plus durables, la laine est à nouveau reconnue non pas comme une relique dépassée, mais comme une solution sophistiquée. La redécouverte des bienfaits de la laine s'étend au-delà de la literie. Les athlètes de plein air de haut niveau, les alpinistes et les explorateurs polaires comptent de plus en plus sur les couches de base et l'isolation en laine. L'armée américaine a réintroduit la laine dans les équipements pour temps froid, après avoir constaté que les soldats étaient plus performants en laine que dans les anciennes alternatives synthétiques. Les mouvements de mode durable promeuvent la laine comme une fibre écologique. Dans ces tendances, nous voyons une justification des choix médiévaux. Les gens du Moyen Âge ne se contentaient pas de matériaux primitifs. Ils utilisaient les meilleurs matériaux disponibles pour la tâche, et à bien des égards, ces matériaux restent les meilleures options aujourd'hui. Les techniques de superposition de plusieurs couvertures en laine, le port de vêtements de nuit et de bonnets en laine, et la création d'un environnement de sommeil en cocon représentent une compréhension sophistiquée de la rétention de chaleur que la science thermique moderne confirme comme étant très efficace. Ce n'étaient pas les pratiques de personnes souffrant pendant les nuits froides. C'étaient les solutions de personnes qui avaient remarquablement bien résolu le problème du sommeil par temps froid. Alors que l'espace de lit clos et la literie en laine fournissaient une excellente isolation passive qui retenait la chaleur corporelle, les gens du Moyen Âge employaient également des méthodes de chauffage actives pour préchauffer leur lit ou fournir une chaleur supplémentaire tout au long de la nuit. La plus ancienne et la plus répandue de ces techniques impliquait des pierres chauffées, une pratique dont les preuves archéologiques remontent à des milliers d'années sur plusieurs continents. Cette technologie simple a évolué au fil du temps vers des chauffelis plus sophistiqués, mais le principe fondamental est resté constant. Utiliser un objet à haute masse thermique pour stocker la chaleur d'un feu, puis placer cet objet dans le lit pour fournir de la chaleur. La pratique d'utiliser des pierres chauffées pour se réchauffer est presque universelle parmi les cultures humaines dans les climats froids, ce qui témoigne de son efficacité et de sa simplicité. Les pierres, en particulier les types denses comme le granit ou le basalte, ont une capacité thermique élevée. Elles peuvent absorber et stocker de grandes quantités de chaleur. Lorsqu'elles sont placées dans ou près d'un feu, les pierres chauffent et conservent cette chaleur pendant de longues périodes, la libérant lentement dans leur environnement. Pour dormir, la technique était simple. Sélectionner des pierres lisses de taille appropriée, les pierres de rivière arrondies étaient généralement préférées car elles n'avaient pas d'arête vive et étaient moins susceptibles de se fissurer sous l'effet du stress thermique. Les placer dans le feu ou très près des braises, les chauffer à fond pendant peut-être 1 heure ou plus, puis les retirer soigneusement, les envelopper dans un tissu ou du cuir pour éviter les brûlures et les placer dans le lit avant de s'y glisser. Les pierres chaudes enveloppaient et réchauffaient la literie et fournissaient une chaleur rayonnante pendant plusieurs heures, atténuant le froid
et permettant aux dormeurs de se réchauffer initialement, après quoi la chaleur corporelle et l'isolation maintiendraient le confort. La physique thermique à l'œuvre ici est simple mais efficace. Une pierre pesant seulement 2 ou 3 livres, chauffée à une température d'environ 200 à 300 degrés Fahrenheit, contient des milliers de BTU, unités thermiques britanniques, d'énergie thermique. En refroidissant à la température ambiante sur plusieurs heures, elle libère cette énergie. Placée sous les couvertures d'un lit, en particulier dans la zone des pieds où les extrémités sont souvent les plus froides, une pierre chauffée crée une zone chaude qui peut faire la différence entre un sommeil confortable et une misère frissonnante. Plusieurs pierres pouvaient être utilisées dans un lit plus grand ou lors de nuits particulièrement froides. La technique ne nécessitait aucun équipement spécial au-delà du feu, que chaque foyer possédait déjà, et des pierres qui étaient gratuites à ramasser. Les roches pouvaient être réutilisées indéfiniment, ce qui en faisait une solution extrêmement rentable. À mesure que la technologie et la métallurgie médiévale progressaient, les pierres chauffées ont été complétées et finalement largement remplacées par des chauffe-lits spécialement conçus, bien que la technique de la pierre n'ait jamais complètement disparu et ait été encore pratiquée dans les zones rurales jusqu'au XXe siècle. Au XVIe et XVIIe siècle, les chauffe-lits en métal étaient devenus courants dans toute l'Europe. Ces dispositifs se composaient d'un récipient en métal, généralement en cuivre, en laiton ou en bronze, ayant la forme d'une grande poêle plate ou d'une boîte avec un couvercle. Le couvercle était souvent perforé de trous décoratifs qui permettaient à la chaleur de rayonner tout en empêchant les braises de se renverser. Une longue poignée, généralement en bois pour empêcher le transfert de chaleur, partait de la poêle, permettant à l'utilisateur de déplacer l'appareil en toute sécurité. L'utilisation typique d'un chauffe-lit en métal consistait à le remplir de charbon ardent ou de braises du feu. Les braises mourantes étaient préférées car elles produisaient moins de flammes et de fumée, puis à le transporter jusqu'à la chambre à coucher et à le passer entre les draps du lit, réchauffant le tissu et l'air à l'intérieur. La longue poignée permettait à l'utilisateur d'atteindre les coins les plus éloignés et d'assurer un réchauffement uniforme. Une fois le lit suffisamment chauffé, le chauffe-lit était retiré avant que quiconque ne s'y glisse, bien que certains modèles pouvaient être laissés dans le lit s'ils étaient si correctement sécurisés et ventilés. L'avantage par rapport aux pierres chauffées était une distribution de chaleur plus contrôlée et uniforme, une manipulation plus facile et la possibilité de déplacer la source de chaleur à l'intérieur de l'espace du lit. Les inconvénients comprenaient le coût. Les chauffe-lits en métal étaient si plus chers que les pierres et étaient principalement des articles pour les classes moyennes et supérieures, et le risque. Les braises pouvaient se renverser si l'appareil était basculé, présentant un risque d'incendie. Les fumées de charbon pouvaient causer des problèmes dans les espaces mal ventilés, et des textes médicaux historiques, datant des environs de 1790, mettaient en garde contre les risques potentiels pour la santé liés à l'inhalation de ces fumées, recommandant des alternatives comme le sable chaud pour les plus prudents. Une variation intéressante du chauffe-lit, populaire dans certaines régions de France et d'Italie, était le chariot de lit, appelé moine en français ou monaco en italien, les deux mots signifiant moine, peut-être parce que le cadre ressemblait à la robe d'un moine. Ce dispositif se composait d'un grand cadre en bois ou en osier, parfois avec une housse décorative, sous lequel était placé un seau ou une bassine en métal contenant des braises chaudes ou un petit brasero. La structure entière pouvait être placée au pied du lit ou même à l'intérieur du lit, sous les couvertures, où elle rayonnerait de la chaleur toute la nuit. La conception fournissait une chaleur plus soutenue qu'un simple chauffe-lit qui était retiré après utilisation. Les braises dans le seau duraient des heures, s'éteignant lentement, fournissant une chaleur douce. La structure en forme de cage empêchait le contact direct avec le métal chaud et permettait à la chaleur de rayonner vers l'extérieur en toute sécurité. Bien que plus encombrant qu'un simple chauffe-lit, le même moine offrait l'avantage d'un chauffage toute la nuit sans avoir besoin de recharger ou de s'occuper du feu. Les considérations de sécurité entourant les chauffe-lits étaient légitimes. Les archives historiques contiennent des références occasionnelles à des incendies déclenchés par des chauffe-lits ou à des blessures causées par le contact avec le métal chaud. Le conseil des médecins d'utiliser du sable chaud au lieu de charbon était judicieux du point de vue de la sécurité, bien que le sable ne retienne pas la chaleur aussi longtemps que les charbons. Certains modèles ont incorporé de meilleures caractéristiques de sécurité au fil du temps, comme de meilleurs mécanismes de verrouillage pour les couvercles, des poignées plus sûres et une ventilation améliorée qui réduisait l'accumulation de fumée tout en conservant la chaleur.
L'évolution de la conception des chauffe-lits représente un processus continu de résolution de problèmes et de raffinement, caractéristique de la manière dont la technologie médiévale et du début de l'ère moderne s'est développée progressivement par l'expérience pratique. D'un point de vue moderne, la comparaison avec les couvertures électriques est instructive. Une couverture électrique ou un surmatelas chauffant fournit de la chaleur par chauffage, par résistance électrique. Il offre un contrôle précis de la température et une chaleur soutenue tant que l'alimentation est fournie. Cependant, il nécessite un apport énergétique constant. Une couverture électrique typique utilise 100 à 200 watts, ce qui signifie que son fonctionnement pendant 8 heures de sommeil consomme près d'1 kWh d'électricité chaque nuit, ce qui s'accumule considérablement au cours d'une saison hivernale. Il existe également des problèmes de sécurité avec les couvertures électriques. Risque de brûlure en cas de dysfonctionnement, risque d'incendie dû à un câblage ancien ou endommagé, et la nécessité d'éviter leur utilisation par des personnes souffrant de certaines conditions médicales ou sur des lits à eau. En revanche, une pierre chauffée ou un chauffe-lit ne nécessitait aucun apport énergétique continu une fois placé dans le lit. La chaleur provenait du bois ou d'un autre combustible qui aurait été brûlé de toute façon pour la cuisine ou le chauffage de la maison. L'énergie thermique était stockée et libérée passivement. Bien que la température initiale ne puisse pas être contrôlée aussi précisément, il n'y avait pas de consommation continue de ressources et pas besoin d'infrastructures électriques. Fait intéressant, le principe du chauffe-lit n'a jamais complètement disparu, bien que sa forme ait changé. À la fin du XIXe siècle, la technologie du caoutchouc avait suffisamment progressé pour produire des bouillottes, des récipients en caoutchouc ou en métal qui pouvaient être remplis d'eau bouillante, scellés et placés dans le lit. Celle-ci offrait de nombreux avantages des chauffe-lits sans le risque d'incendie associé aux braises. Les bouillottes sont restées courantes tout au long du XXe siècle et sont encore utilisées aujourd'hui, appréciées pour leur simplicité et leur absence de consommation d'énergie après le chauffage initial de l'eau. Certaines entreprises contemporaines ont même développé des versions modernes du chauffe-lit médiéval, y compris des dispositifs de chauffage de lit en céramique ou en stéatite qui peuvent être chauffés dans un four ou un micro-ondes, puis placés dans le lit. Ces produits sont commercialisés auprès des personnes recherchant des alternatives éco-énergétiques aux couvertures électriques ou de celles souhaitant préchauffer des lits dans des chambres non chauffées, précisément les applications pour lesquelles les pierres chauffées et les chauffe-lits médiévaux ont été conçus. L'efficacité de la masse thermique pour le chauffage est un principe qui s'étend au-delà de la literie. L'architecture médiévale employait souvent des structures massives en pierre qui absorbaient la chaleur pendant la journée du soleil ou des feux, puis la rayonnaient lentement pendant la nuit, modérant les variations de température. La conception de bâtiments durables modernes a redécouvert ce concept sous la forme de la construction à masse thermique, utilisant des sols en béton, des murs en pierre ou même des conteneurs d'eau pour stocker la chaleur. Le chauffe-lit médiéval représente le même principe appliqué à une échelle personnelle. Stocker la chaleur quand et où vous en avez en excès, puis la libérer quand et où vous en avez besoin, sans nécessité de dépenses énergétiques continues. C'est une solution élégante d'un point de vue de l'ingénierie et durable d'un point de vue environnemental. Le fait que les gens du Moyen Âge aient développé et affiné cette technologie, créant des versions de plus en plus sophistiquées, tout en maintenant la simple technique de la pierre chauffée pour ceux qui ne pouvaient pas s'offrir des outils en métal, démontre une adaptabilité et une intelligence pratique qui méritent d'être reconnues. La culture occidentale moderne accorde une valeur énorme à l'espace personnel et à l'intimité, en particulier en ce qui concerne le sommeil. L'idéal, du moins dans les sociétés aisées, est que chaque personne ait son propre lit, souvent dans sa propre chambre. Cette attente est si profondément ancrée que nous la remettons rarement en question. Pourtant, pendant la majeure partie de l'histoire humaine, y compris tout au long de la période médiévale, le sommeil était couramment une activité communautaire. Plusieurs personnes partageaient régulièrement des lits, les familles dormaient dans des pièces communes, les serviteurs dormaient dans les chambres de leurs maîtres, et même les voyageurs dans les auberges pouvaient partager des lits avec des étrangers. D'un point de vue moderne, cela peut sembler inconfortable, voire choquant, mais d'un point de vue thermique, c'était remarquablement pratique. Les arrangements de sommeil partagés exploitaient un phénomène biologique que les scientifiques appellent aujourd'hui la kleptothermie, le partage de la chaleur corporelle entre individus, pour améliorer considérablement la chaleur sans nécessité de ressources supplémentaires. Pour comprendre la pratique médiévale du sommeil partagé,
nous devons d'abord reconnaître la structure des maisonnées médiévales et les normes sociales entourant l'intimité. Dans l'Europe médiévale, les maisonnées s'étendaient bien au-delà de la famille nucléaire. Une maisonnée typique pouvait inclure les parents, les enfants, les grands-parents ou d'autres parents âgés, les frères et sœurs non mariés des parents, divers parents plus éloignés et, selon le statut social, des serviteurs, des apprentis et d'autres personnes à charge. Toutes ces personnes vivaient sous un même toit, qui dans de nombreux cas n'était littéralement qu'une seule grande pièce, ou peut-être 2 ou 3 pièces au maximum. Parmi la classe paysanne, qui constituait la grande majorité de la population, une habitation d'une seule pièce était la norme. Tous les membres de la famille dormant dans le même espace, souvent dans le même lit ou sur des matelas posés sur le sol. Même parmi la noblesse, les serviteurs et les gardes du corps dormaient régulièrement dans les chambres de leurs maîtres ou dans des pièces attenantes avec des portes ouvertes. Le concept moderne de la chambre à coucher comme un espace privé et individuel n'existait tout simplement pas. Cet arrangement était en partie une question de nécessité. Chauffer plusieurs pièces était peu pratique, voire impossible, mais il reflétait également des attitudes culturelles différentes concernant la vie en communauté et l'intimité. Les gens du Moyen Âge passaient une plus grande partie de leur vie en compagnie d'autres personnes et avaient moins d'attentes de solitude que les individus modernes. Un jeune serviteur pouvait dormir au pied du lit de son maître ou sur une paillasse au sol à proximité, prêt à répondre aux besoins pendant la nuit. Les enfants partageaient couramment des lits avec leurs frères et sœurs et parfois avec leurs parents, en particulier lorsqu'ils étaient très jeunes. Les archives historiques montrent que même dans les ménages relativement riches, il n'était pas inhabituel que les invités de passage partagent des lits avec des membres de la maisonnée ou entre eux. Cette pratique s'est poursuivie bien au-delà de la période médiévale. Benjamin Franklin a écrit de manière célèbre sur le partage d'un lit avec John Adams lors de leur voyage diplomatique au XVIIIe siècle, et ils se sont disputés pour savoir s'il fallait garder la fenêtre ouverte. Un incident qui illustre à la fois la banalité du partage de lits et les différentes croyances sur l'air frais la nuit. D'un point de vue thermique, partager un lit avec une ou plusieurs autres personnes offre des avantages substantiels. Le corps humain, comme mentionné précédemment, génère environ 80 à 100 watts de chaleur au repos, à peu près la même chose qu'une ampoule à incandescence. Lorsque 2 personnes partagent un lit, cela représente environ 160 à 200 watts de production de chaleur dans le même espace clos. 3 personnes, environ 240 à 300 watts. Ce n'est pas simplement un confort additif, c'est une source de chaleur véritablement significative. La science derrière cela implique à la fois le partage direct de la chaleur, par conduction là où les corps sont en contact ou à proximité, et le réchauffement de l'air et de la literie environnante, ce qui profite à tous les occupants. Des études thermiques modernes ont montré que 2 personnes partageant un lit peuvent maintenir un microclimat d'environ 5 à 8 degrés, Fahrenheit plus chaud que ce qu'un dormeur seul atteindrait avec la même literie, et 3 personnes ou plus peuvent encore augmenter cela. Le principe biologique à l'œuvre s'appelle la kleptothermie, dérivé de mots grecs signifiant « voler la chaleur ». Bien que le terme puisse sembler négatif, il décrit en fait un partage mutuellement bénéfique de la chaleur corporelle observée dans tout le règne animal. De nombreuses espèces adoptent un comportement de regroupement par temps froid, des manchots empereurs se blottissant les uns contre les autres pendant les hivers antarctiques pour survivre à des températures de moins 40 degrés, et des vents de 90 miles par heure, aux chauves-souris et aux rongeurs se regroupant dans les sites d'hibernation. Les oiseaux se blottissent fréquemment ensemble la nuit. Ce comportement réduit la surface exposée à l'air froid, emprisonne l'air chaud entre les corps et permet aux individus de maintenir leur température centrale avec moins d'efforts métaboliques. Les humains, malgré notre sophistication technologique, sont soumis aux mêmes lois physiques et bénéficient des mêmes stratégies. Lorsque les gens du Moyen Âge partagèrent des lits, ils adoptaient un comportement de thermorégulation qui est, d'un point de vue biologique, entièrement naturel et très efficace. Les implications pratiques du sommeil partagé pour les gens du Moyen Âge étaient significatives. Au plus profond de l'hiver, lorsque même plusieurs couvertures en laine et des rideaux de lit pouvaient ne pas suffire entièrement à assurer le confort, avoir des personnes supplémentaires dans le lit faisait la différence entre dormir profondément et souffrir pendant une nuit misérable. C'était particulièrement important pour les très jeunes et les très âgés, qui sont moins efficaces pour générer et maintenir la chaleur corporelle.
Les nourrissons et les jeunes enfants bénéficient énormément de dormir près d'adultes chauds. Les personnes âgées, dont le métabolisme produit naturellement moins de chaleur, bénéficient également de la proximité de corps plus jeunes et plus chauds. Les sources historiques suggèrent qu'il était courant de placer les membres les plus vulnérables de la maisonnée au milieu d'un lit partagé, où ils seraient les plus au chaud, avec des individus plus robustes sur les bords. La dynamique sociale du partage de lits était, bien sûr, régie par des règles et des normes complexes. Qui dormait avec qui était déterminé par les relations, le statut, l'âge et le sexe. Les couples mariés partageaient des lits, tout comme les frères et sœurs du même sexe, tandis que les hommes et les femmes non apparentés, sauf les jeunes enfants, ne le faisaient généralement pas. Les serviteurs pouvaient dormir dans la même pièce que leurs employeurs, mais pas nécessairement dans le même lit, à moins d'agir comme chauffe-lit, un rôle spécifique, en particulier pour les enfants ou les jeunes serviteurs, qui pouvaient être envoyés se coucher dans le lit du maître avant que celui-ci ne se retire pour le réchauffer, puis se déplaçaient vers leur propre lieu de couchage une fois congédiés. La pratique reflétait la nature hiérarchique de la société médiévale, où le service personnel s'étendait aux aspects les plus intimes de la vie quotidienne. Lorsque nous comparons les pratiques de sommeil partagé médiévales aux normes occidentales modernes, le contraste est saisissant. Les sociétés développées contemporaines associent les espaces de sommeil individuels à un développement approprié, une bonne santé et des droits à la vie privée. Les couples dorment généralement ensemble, mais les enfants sont encouragés à dormir séparément des parents dès que possible, et les adultes dormant dans des lits partagés, en dehors des partenariats romantiques, est suffisamment inhabituel pour nécessiter une explication. Cette individualisation a été rendue possible par des systèmes de chauffage fiables, qui permettent de maintenir des températures confortables dans plusieurs pièces séparées. Cependant, cette approche nécessite un apport énergétique substantiel. Chauffer une maison avec 3 ou 4 chambres séparées, maintenues à des températures de sommeil confortables tout au long de l'hiver, consomme beaucoup plus d'énergie que de chauffer un seul espace de sommeil ou de laisser la température baisser la nuit tout en comptant sur la chaleur corporelle et la literie pour maintenir le confort. Il y a des signes que certaines de ces pratiques sont reconsidérées dans certains contextes. Le mouvement du lit familial ou du cododo préconise que les nourrissons et les jeunes enfants dorment avec leurs parents, citant des avantages pour le lien affectif, l'allaitement nocturne plus facile et la régulation de la température du nourrisson. Bien que controversé dans certains milieux, en raison de problèmes de sécurité, lorsqu'il est pratiqué selon les directives recommandées, le cododo est pratiqué par des millions de familles dans le monde et constitue la norme historique pour le développement humain. Dans les situations d'urgence, lors de pannes de courant en hiver, par exemple, les gens reviennent naturellement et de manière appropriée à des arrangements de sommeil partagés pour mettre en commun la chaleur. Les défenseurs des sans-abri et les experts en survie reconnaissent que se blottir les uns contre les autres est l'une des stratégies les plus efficaces pour prévenir l'hypothermie lorsque d'autres sources de chaleur ne sont pas disponibles. L'armée forme les soldats aux techniques de sommeil en binôme pour les opérations par temps froid. Ces applications modernes représentent une reconnaissance, dans des circonstances spécifiques, du même principe que les gens du Moyen Âge employaient couramment. La chaleur corporelle partagée est un moyen efficace, fiable et sans ressources de rester au chaud. D'un point de vue de la durabilité contemporaine, il y a quelque chose à apprendre de l'approche médiévale. Notre insistance moderne sur les espaces individuels climatisés a des coûts environnementaux importants. Si les ménages pouvaient confortablement réduire l'espace chauffé la nuit, même modérément, les économies d'énergie globales seraient substantielles. Cela ne signifie pas nécessairement un retour à plusieurs personnes partageant des lits à la manière médiévale, bien que cela reste certainement une option dans des conditions particulièrement difficiles ou des crises énergétiques, mais plutôt une reconsidération de la nécessité de chauffer tous les espaces de manière égale à tout moment. Les thermostats intelligents qui réduisent les températures la nuit, le chauffage par zone qui concentre l'énergie sur les espaces occupés et une meilleure isolation qui retient plus efficacement la chaleur vont tous dans cette direction. L'exemple médiéval nous rappelle que, pendant la majeure partie de l'histoire humaine, les gens sont restés au chaud non pas en chauffant leur environnement, mais en gérant leur environnement immédiat et en travaillant avec, plutôt que contre, les principes biologiques et physiques de base. Les bâtiments médiévaux, en particulier les grands châteaux et manoirs qui ont survécu jusqu'à nos jours, sont souvent décrits comme des lieux froids, pleins de courants d'air et généralement inhospitaliers, surtout selon les normes de confort modernes.
S'il est vrai que l'architecture médiévale n'atteignait pas le contrôle de la température possible avec la technologie de chauffage et d'isolation contemporaine, cette description omet une vérité importante. Les constructeurs médiévaux comprenaient et mettaient en œuvre des stratégies de chauffage passif sophistiquées, basées sur une observation attentive de la manière dont la chaleur se déplace à travers les structures, le positionnement des pièces, l'emplacement des cheminées et des âtres, l'épaisseur des murs et d'autres caractéristiques architecturales, reflètent tous des tentatives de maximiser le confort tout en travaillant avec les contraintes considérables de la technologie et des ressources médiévales. Au début de la période médiévale, la technologie de chauffage était relativement primitive. La grande salle, qui servait d'espace central de rassemblement et de vie dans les châteaux et les grandes maisons, comportait généralement un foyer ouvert ou un âtre situé au centre de la pièce. La fumée de ce feu montait vers le plafond et sortait par un évent dans le toit ou par des lanterneaux. Des ouvertures réglables qui pouvaient être couvertes pour empêcher la pluie et la neige d'entrer, mais permettaient toujours à la fumée de s'échapper. Cet agencement avait des limites évidentes. La chaleur rayonnait principalement vers le haut, ce qui signifiait que le niveau du sol, où se trouvaient les gens, restait relativement froid. La fumée remplissait les parties supérieures de la salle, rendant l'environnement désagréable et plein de suie. Il n'y avait aucun moyen efficace de diriger la chaleur vers des pièces ou des zones spécifiques. En conséquence, la grande salle pouvait être tolérablement chaude près du feu central, mais pouvait encore être assez froide près des murs et dans les coins. Des améliorations significatives sont venues avec le développement des hôtes de cheminée et, plus important encore, l'invention de la cheminée. Les hôtes de cheminée étaient des structures construites pour contenir et diriger la fumée d'un feu, l'empêchant de se propager dans une pièce. Celle-ci pouvait être placée contre un mur, permettant de déplacer le feu du centre de la pièce vers le côté, ce qui libérait de l'espace au sol et permettait à plusieurs pièces d'avoir des sources de chauffage. La cheminée, inventée en Europe du Nord au XIe ou XIIe siècle, a représenté une avancée technologique majeure. Une cheminée est essentiellement un conduit vertical qui crée un tirage. L'air chaud monte dans le conduit, aspirant de l'air à la base où le feu brûle, et transportant la fumée et les gaz de combustion en toute sécurité à l'extérieur. Cette innovation apparemment simple a résolu plusieurs problèmes simultanément. Elle évacuait efficacement la fumée, elle créait un fort tirage qui rendait les feux plus efficaces et plus propres, et peut-être le plus important, elle permettait d'avoir plusieurs foyers dans un même bâtiment, chacun connecté à sa propre cheminée ou à des branches d'un conduit de cheminée principal. L'introduction des cheminées a transformé l'architecture domestique médiévale. Désormais, les chambres à coucher pouvaient avoir leur propre cheminée, fournissant une chaleur directe au quartier de sommeil. Cependant, la construction et l'entretien des cheminées étaient coûteux. La maçonnerie en pierre était nécessaire, ainsi qu'un nettoyage régulier pour prévenir l'accumulation dangereuse de créosote et les feux de cheminée. En conséquence, les cheminées ne se sont pas immédiatement généralisées, mais se sont répandues progressivement, apparaissant d'abord dans les ménages riches et dans les régions où la pierre et les maçons qualifiés étaient disponibles. Même après que les cheminées soient devenues plus courantes, de nombreuses personnes du Moyen Âge vivaient encore dans des habitations plus simples, avec des âtres centraux, ou sans autre chauffage qu'un feu de cuisine. Pour ceux qui avaient accès à des bâtiments avec des cheminées et plusieurs foyers, la réflexion stratégique sur l'emplacement des pièces est devenue importante. Les constructeurs et les occupants médiévaux ont appris à positionner les chambres à coucher de manière avantageuse par rapport aux sources de chaleur. Une stratégie courante consistait à situer les chambres directement au-dessus des cuisines ou des salles principales, où les feux brûlaient fréquemment. La chaleur monte naturellement, et une partie de cette chaleur se transférait à travers les planchers, en particulier les planchers en bois, fournissant un chauffage passif aux pièces supérieures. Dans les châteaux, le donjon, qui était la structure la plus sûre et la plus centrale, abritait souvent les principaux quartiers d'habitation du seigneur et de sa famille immédiate, précisément parce qu'ils pouvaient être maintenus plus chauds que les bâtiments plus périphériques. La concentration de personnes, de feux et d'activités dans le donjon créait un environnement globalement plus chaud. Les pièces pouvaient être positionnées pour partager des structures de cheminées, avec les cheminées des chambres aux étages supérieurs, tirant sur le même système de cheminées que les cheminées des salles en dessous, ce qui minimisait la perte de chaleur et profitait de la chaleur résiduelle dans la structure de la cheminée elle-même.
Un autre aspect crucial de la gestion de la chaleur architecturale médiévale était l'utilisation de la masse thermique. Les épais murs de pierre caractéristiques des châteaux et des bâtiments médiévaux importants, bien qu'ils puissent sembler froids au toucher, remplissaient en fait une fonction régulatrice importante. La pierre a une capacité thermique élevée, ce qui signifie qu'il faut beaucoup d'énergie pour changer sa température, mais une fois réchauffée, elle conserve cette chaleur pendant de longues périodes. Pendant la journée, en particulier les jours ensoleillés, les murs de pierre absorbaient l'énergie solaire. Lorsque les feux étaient allumés le soir, la chaleur de ces feux pénétrait également lentement dans les murs, tout au long de la nuit, alors que la température de l'air baissait. Les murs libéraient progressivement la chaleur stockée, modérant les variations de température qui se produiraient dans une structure légère. Cet effet de volant thermique signifiait que les températures dans les bâtiments massifs en pierre avaient tendance à être plus stables, plus fraîches qu'à l'extérieur pendant les journées chaudes, plus chaudes qu'à l'extérieur pendant les nuits froides. Bien que les bâtiments en pierre puissent certainement être froids, en particulier lors de périodes hivernales prolongées lorsque la masse thermique s'était refroidie, ils étaient moins sujets à des changements de température rapides que les structures en bois ou légères. Les gens du Moyen Âge employaient également une isolation mobile sous forme de tapisserie et de tentures murales. Les grandes tapisseries tissées étaient des objets artistiques de valeur, représentant souvent des scènes historiques, religieuses ou mythologiques avec des détails élaborés. Cependant, leur fonction n'était pas purement décorative. Les archives historiques notent explicitement que les tapisseries étaient accrochées au mur des chambres pour l'isolation pendant les mois d'hiver. Une tapisserie accrochée à un mur crée une lame d'air immobile entre le tissu et la pierre, similaire au principe du lit à rideau, mais appliqué à des murs entiers. Cet espace d'air réduit la perte de chaleur à travers le mur par convection et fournit une couche d'isolation. De plus, le tissu lui-même absorbe et réémet la chaleur, créant une surface plus chaude que la pierre nue. Dans les ménages riches, les tapisseries pouvaient être changées selon les saisons, avec des tentures plus légères en été et plus lourdes en hiver. Cela représente une compréhension sophistiquée de la manière de modifier les propriétés thermiques d'un espace en utilisant la technologie disponible. Le positionnement et la conception des fenêtres reflétaient également des préoccupations de chauffage. Les fenêtres en verre étaient chères et relativement rares au début de la période médiévale. Même lorsque le verre est devenu plus disponible à la fin du Moyen Âge, les vitres étaient petites, maintenues ensemble par des bandes de plomb, et n'étaient pas particulièrement efficaces comme isolants. De nombreuses fenêtres médiévales étaient simplement des ouvertures qui pouvaient être fermées avec des panneaux de bois. Par temps froid, les volets étaient fermés, bloquant les courants d'air, mais éliminant également la lumière du jour. Le compromis entre la lumière et la chaleur était une préoccupation réelle. En conséquence, les fenêtres des chambres à coucher et des autres pièces où la chaleur nocturne était une priorité avaient tendance à être petites et pouvaient être soigneusement scellées. Les fenêtres plus grandes étaient plus courantes dans les grandes salles et autres espaces de jour où la lumière était plus importante et où les feux étaient entretenus pendant les heures d'utilisation. Lorsque nous évaluons les stratégies de chauffage architectural médiéval d'un point de vue moderne, nous pouvons voir à la fois des limites et une sophistication surprenante. Les bâtiments modernes reposent sur des systèmes de chauffage actifs, fournaises, chaudières, radiateurs, systèmes à air pulsé, qui distribuent mécaniquement la chaleur dans une structure, maintenant des températures relativement uniformes dans toutes les pièces, quelle que soit leur orientation, leur taille ou leur occupation. Cela offre un confort supérieur selon les normes contemporaines, mais au prix d'une consommation d'énergie continue. Les bâtiments médiévaux, par nécessité, fonctionnaient sur des principes passifs, capturer et stocker la chaleur solaire, positionner les pièces importantes près des sources de feu, utiliser la masse thermique pour modérer les variations de température et employer une isolation mobile pour réduire la perte de chaleur. Ces stratégies n'atteignaient pas le même niveau de confort, mais étaient beaucoup plus durables, ne nécessitant que la combustion de bois, une ressource renouvelable lorsqu'elle est correctement gérée, pour la chaleur, le bâtiment lui-même faisant la majeure partie du travail de distribution et de rétention de cette chaleur. L'architecture durable contemporaine redécouvre bon nombre de ces principes sous la bannière de la conception solaire passive et de la construction à masse thermique. Les maisons passives modernes utilisent une isolation épaisse, un placement stratégique des fenêtres, des sols et des murs à masse thermique, et une étanchéité à l'air soigné pour minimiser les besoins de chauffage. Certaines conceptions intègrent des concepts comme le mur trombe,
un mur vitré avec une masse thermique derrière lui qui absorbe la chaleur solaire pendant la journée et la libère la nuit, qui fonctionne sur des principes similaires aux murs de pierre médiévaux exposés au soleil. La reconnaissance que l'orientation du bâtiment, la masse thermique et le flux d'air naturel peuvent réduire considérablement les besoins de chauffage représente un retour à une pensée que les constructeurs médiévaux, dépourvus de systèmes de chauffage mécanique, étaient contraints de considérer. La différence était que les architectes modernes peuvent combiner ces stratégies passives avec des matériaux haute performance et une ingénierie précise, obtenant de bien meilleurs résultats. Néanmoins, les concepts fondamentaux, travailler avec le soleil, utiliser la masse thermique, isoler stratégiquement, positionner intelligemment les pièces, sont les mêmes que ceux employés par les constructeurs médiévaux. On pourrait soutenir que la technologie de chauffage moderne nous a en fait permis de devenir moins sophistiqués dans la pensée architecturale. Lorsque vous pouvez installer une fournaise et des conduits qui chaufferont n'importe quelle pièce à n'importe quelle température désirée, quelle que soit sa conception, il y a moins d'incitation à considérer attentivement l'orientation solaire, la masse thermique ou le positionnement des pièces. Le résultat a été des décennies de construction de bâtiments thermiquement inefficaces et nécessitant d'importants apports énergétiques pour maintenir le confort. Alors que nous faisons face au changement climatique et cherchons à réduire la consommation d'énergie, l'exemple médiéval des bâtiments conçus dès le départ pour capturer, stocker et retenir passivement la chaleur offre de précieuses leçons. Nous n'avons pas besoin de retourner aux inconforts de la vie médiévale, mais nous pouvons certainement apprendre de l'ingéniosité née de la contrainte qui a produit des solutions architecturales encore debout et fonctionnelles des siècles plus tard. La surface de couchage elle-même, ce sur quoi les gens du Moyen Âge s'allongeaient, constituait un autre élément crucial dans le système de confort de sommeil par temps froid. Alors que les dormeurs modernes tiennent pour acquis les matelas faits de ressorts, de mousse et de matériaux synthétiques, les gens du Moyen Âge comptaient sur des matériaux naturels fourrés dans des enveloppes en tissu pour créer leur surface de couchage. Les deux matériaux de remplissage les plus courants étaient la paille et les plumes, bien que la laine, les poils et d'autres fibres végétales aient également été utilisés. Ceux-ci peuvent sembler primitifs selon les normes contemporaines, mais en fait, ils représentent des applications sophistiquées des principes d'isolation et à certains égards, ils surpassaient les alternatives modernes en termes de propriétés thermiques. Au bas de l'échelle sociale et économique, les paillasses étaient la norme. Souvent appelées pallias ou paillasses, du mot français pour paille, il s'agissait d'enveloppes en tissu, généralement en lin grossier ou en coutil, remplies de paille, de foin ou de joncs séchés. La paille est constituée des tiges des céréales après la récolte du grain et elle a été utilisée pour la literie dans toutes les cultures et à travers l'histoire. Ces avantages incluent une disponibilité immédiate, un faible coût, souvent essentiellement gratuit, car c'était un sous-produit de la production alimentaire, et un confort raisonnable. Les propriétés isolantes de la paille découlent du même principe de piégeage de l'air que nous avons discuté avec d'autres matériaux. Les tiges creuses de la paille créent des milliers de petites poches d'air, et lorsqu'elles sont comprimées sous le poids d'une personne, ces poches s'aplatissent quelque peu, mais ne s'effondrent pas entièrement, maintenant une couche isolante entre le dormeur et le cadre du lit ou le sol. Des mesures modernes montrent que les bottes de paille, lorsqu'elles sont utilisées dans la construction, ont des valeurs d'isolation d'environ R 1,5 par pouce, ce qui est modeste mais non négligeable. Une paillasse de plusieurs pouces d'épaisseur fournirait une isolation significative contre les surfaces froides en dessous. Les paillasses avaient quelques inconvénients. Elles se tassaient avec le temps et devaient être périodiquement aérées ou rembourrées pour maintenir leur volume. Elles pouvaient abriter des insectes, en particulier des puces, qui étaient un problème omniprésent dans les maisonnées médiévales. La paille pouvait également abriter des souris si des résidus de grains restaient. L'humidité était un autre ennemi. La paille humide pouvait moisir, perdant ses propriétés isolantes et créant des risques pour la santé. En conséquence, les paillasses devaient être périodiquement vidées, la paille remplacée par du matériel frais et le coutil lavé si possible. Malgré ces exigences d'entretien, la literie en paille est restée courante parmi les paysans, les serviteurs et les classes inférieures tout au long de la période médiévale et jusqu'à l'ère moderne. Dans certaines parties du monde, les matelas remplis de paille sont encore utilisés aujourd'hui, appréciés pour leur simplicité et leurs propriétés naturelles. En montant dans l'échelle sociale, les lits de plumes représentaient une amélioration significative
en termes de confort et de performance thermique. Un lit de plumes se composait d'une enveloppe en tissu remplie de plumes, de duvet ou d'un mélange des deux. Le duvet, la sous-couche douce et duveteuse que l'on trouve sur les oiseaux aquatiques, comme les oies et les canards, est l'un des meilleurs matériaux isolants de la nature. Chaque flocon de duvet est une structure tridimensionnelle avec des milliers de minuscules filaments rayonnant à partir d'un point central. Ces filaments emprisonnent l'air dans des volumes énormes par rapport au poids du duvet. La capacité isolante du duvet est exceptionnelle. Il a l'un des rapports chaleur-poids les plus élevés de tous les matériaux naturels ou synthétiques. C'est pourquoi le duvet reste la référence pour les sacs de couchage et les vestes pour temps froid, même aujourd'hui. Les plumes plus grandes, bien que moins efficaces que le duvet, fournissent toujours une bonne isolation et étaient pas souvent mélangées au duvet pour augmenter le volume et réduire le coût. Les lits de plumes médiévaux étaient des articles substantiels, souvent assez épais, créant une surface de couchage douce qui épousait la forme du corps. Ils pouvaient être placés sur une paillasse, créant un système de couchage en couche avec le soutien ferme de la base de paille et l'isolation douce des plumes sur le dessus. Alternativement, dans les ménages plus riches, les cadres de lit en bois pouvaient supporter des sangles en cuir ou un treillis de corde, avec le lit de plumes placé directement sur ce système de suspension. La combinaison de soutien et d'isolation rendait les lits de plumes très désirables, et ils étaient des possessions importantes, fréquemment mentionnées dans les testaments et les inventaires de succession. Le fait que les lits de plumes apparaissent dans les archives historiques à travers les siècles et les cultures témoigne de leur valeur et de leur efficacité. L'avantage thermique d'un lit de plumes est substantiel. Le duvet et les plumes emprisonnent l'air chaud directement autour du corps du dormeur, empêchant la perte de chaleur vers le bas et créant une enveloppe isolante. Lorsqu'ils sont combinés avec des couvertures en laine sur le dessus, qui emprisonnent l'air au-dessus du corps, et des rideaux de lit qui emprisonnent l'air autour de tout l'espace de couchage, le résultat est un système thermique très efficace, avec une isolation de tous les côtés. Le dormeur est effectivement enveloppé dans des couches d'air piégées, chaque couche étant créée par différents matériaux naturels travaillant de concert. La recherche moderne sur le sommeil et les tests d'équipements de plein air ont confirmé à plusieurs reprises que les systèmes d'isolation en couches sont plus efficaces que les approches à une seule couche, et ils offrent une meilleure régulation de la température car l'air peut se déplacer entre les couches, empêchant la surchauffe tout en maintenant la chaleur. Les gens du Moyen Âge ont créé de tels systèmes par expérimentation empirique, arrivant à des solutions que la science moderne reconnaît comme optimales. L'élévation du lit par rapport au sol, accomplie par des cadres de lit avec des pieds, contribuait également de manière significative à la chaleur. Les sols, en particulier les sols en pierre ou en terre battue courant dans les bâtiments médiévaux, sont froids. La pierre conduit la chaleur loin de tout ce qui est en contact avec elle. La terre, bien que moins conductrice, est généralement plus fraîche que l'air ambiant, surtout la nuit. L'air froid se dépose également au niveau du sol. En surélevant la surface de couchage ne serait-ce que d'un pied ou deux du sol, les lits médiévaux plaçaient les dormeurs dans un air plus chaud et rompaient la connexion thermique directe avec le sol froid. L'espace sous le lit offrait également un rangement et, dans certains cas, un espace de couchage pour les serviteurs ou les enfants, sur des paillasses ou des lits gigognes. L'agencement hiérarchique des espaces de couchage, le maître dans le lit surélevé, les serviteurs sur des paillasses au sol, reflétait le statut social, mais tout le monde bénéficiait de ne pas dormir directement sur le sol froid. Au XIIe siècle, la construction de lits était devenue assez sophistiquée parmi les riches. Les archives historiques et les exemples survivants montrent des cadres de lits en bois avec des sculptures élaborées, des incrustations et des décorations peintes. Ce n'étaient pas de simples plateformes de couchage, mais des meubles importants et des indicateurs de statut. Les lits eux-mêmes pouvaient être équipés de plusieurs matelas, de couches de draps en lin, de couvertures en laine, de couvre-lits en fourrure, d'oreillers élaborés et, bien sûr, des rideaux dont nous avons parlé plus tôt. Le système complet de gestion thermique représenté par de tels lits était impressionnant. Isolation en dessous, matelas de plumes, isolation au-dessus, couvertures en laine et en fourrure, isolation autour, rideaux, et souvent un chauffage actif supplémentaire, chauffe-lit avec des charbons ardents ou des pierres. Les plus riches pouvaient atteindre un confort remarquable, même au plus profond de l'hiver. Lorsque nous comparons les surfaces de couchage médiévales aux matelas modernes, des contrastes intéressants apparaissent. Le XXe siècle a vu l'essor des matelas à ressort,
des ressorts hélicoïdaux intégrés dans un rembourrage et enveloppés de tissu, qui offrent un soutien mais une isolation minimale. L'espace à l'intérieur d'un matelas à ressort est en grande partie de l'air, mais c'est de l'air libre qui peut circuler, conduisant la chaleur au lieu de la piéger. Plus récemment, la mousse à mémoire de forme et d'autres matelas en mousse synthétique sont devenus populaires. Ces matériaux fournissent une certaine isolation, car la mousse est essentiellement de l'air piégé dans une matrice synthétique, similaire en principe au duvet. Cependant, de nombreux matelas modernes sont conçus avec des propriétés de refroidissement plutôt que de rétention de chaleur, reflétant l'hypothèse que les chambres seront chauffées et que la surchauffe est plus susceptible d'être un problème que le froid. De plus, les matelas modernes ne se marient souvent pas bien avec le type de système de literie en couche que les gens du Moyen Âge utilisaient. Nous avons tendance à utiliser des draps housses et des couvertures relativement minces en nous fiant au chauffage ambiant plutôt qu'à l'isolation passive. Il y a eu un regain d'intérêt récent pour les matériaux de literie naturelle, motivé en partie par des préoccupations concernant les produits chimiques dans les matériaux synthétiques et en partie par la reconnaissance des caractéristiques de performance des fibres naturelles. Les couettes en duvet n'ont jamais complètement disparu et restent des produits haut de gamme appréciés pour leur chaleur et leur légèreté. Les surmatelas et les protège-matelas en laine ont trouvé un marché auprès des personnes, recherchant une régulation naturelle de la température. Certains fabricants proposent désormais des matelas remplis de latex naturel, de laine, de coton ou de crin de cheval, les commercialisant comme des alternatives plus saines et plus durables aux matériaux synthétiques. Ces produits sont souvent assez chers, commercialisés comme des articles de luxe. Pourtant, ils sont essentiellement un retour au type de matelas à remplissage naturel qui était la norme à l'époque médiévale et au début de l'ère moderne. Le marketing de ces produits met l'accent sur la respirabilité, la régulation de la température, la gestion de l'humidité et la durabilité, toutes des propriétés que les matériaux de literie médiévaux possédaient naturellement. D'un point de vue environnemental et de durabilité, les surfaces de couchage médiévales étaient exemplaires. Les matériaux, paille, plumes, laine, tissus de coutil en lin ou en laine, étaient tous naturels, renouvelables et biodégradables. À la fin de leur vie utile, ces matériaux se décomposaient sans danger. Comparez cela à un matelas en mousse synthétique moderne, qui est un produit pétrolier, dégage des composés organiques volatiles et persistera dans une décharge pendant des décennies ou plus sans dégradation significative. La production de literie médiévale demandait beaucoup de main-d'œuvre, mais ne nécessitait aucun processus industriel, aucun intrant chimique et aucun combustible fossile. Les mêmes matériaux pouvaient être réutilisés. Les vieilles plumes pouvaient être lavées et réutilisées, la paille pouvait aller au compost ou à la litière des animaux, le tissu pouvait être réparé ou les fibres réutilisées. Le système était intrinsèquement circulaire et durable. La redécouverte que les matériaux naturels surpassent souvent les synthétiques dans des mesures clés, le rapport chaleur-poids du duvet, la gestion de l'humidité et la régulation de la température de la laine, les propriétés isolantes de la paille, devrait inciter à la réflexion sur la manière dont nous définissons le progrès. La literie médiévale n'était pas un substitut primitif en attendant l'invention de matériaux modernes supérieurs. C'était une solution efficace optimisée au fil de siècles d'utilisation. Le retour contemporain vers ces matériaux représente une reconnaissance que les anciennes solutions étaient, à bien des égards, de meilleures solutions, non seulement sur le plan environnemental, mais aussi en termes de performance pure. Une personne dormant sur un lit de plumes, sous des couvertures en laine, à l'intérieur d'un lit à rideaux, dans une chambre médiévale, aurait bien pu être plus confortablement au chaud, avec une meilleure régulation de la température, qu'une personne moderne sur un matelas synthétique, sous des couvertures synthétiques, dans une pièce climatisée. Cette personne médiévale n'utilisait pas d'électricité, pas de ressources non renouvelables et ne générait aucun déchet toxique. Alors que nous envisageons des futurs durables, ces comparaisons deviennent de plus en plus pertinentes. La dernière technique de notre examen des méthodes de sommeil par temps froid au Moyen Âge implique l'utilisation directe du feu comme source de chaleur portable et contrôlable. Alors que les cheminées et les âtres fournissaient le chauffage principal des bâtiments médiévaux, les braseros portables offraient de la flexibilité, permettant de diriger la chaleur exactement là où elle était nécessaire, de la déplacer entre les pièces et de la contrôler plus précisément que les grands feux ouverts. Ces dispositifs représentent un point intéressant dans l'évolution de la technologie de chauffage, plus sophistiquée que les feux ouverts, mais plus simple que les systèmes de chauffage modernes.
et ils démontrent une fois de plus l'ingéniosité pratique des gens du Moyen Âge dans la gestion de leur environnement thermique. Un brasero est essentiellement un récipient destiné à contenir du combustible en combustion, généralement du charbon de bois ou des braises, conçu pour rayonner de la chaleur en toute sécurité dans l'espace environnant. La conception de base consiste en un bol ou une boîte en métal, souvent en bronze, en laiton ou en fer, avec des pieds qui le surélèvent du sol et permettent à l'air de circuler en dessous, alimentant le feu en oxygène. Certains braseros avaient des côtés perforés qui amélioraient la circulation de l'air et créaient des motifs de lumière à partir des braises incandescentes à l'intérieur. D'autres étaient de plus fermés, avec des côtés pleins et seulement le dessus ouvert. Le combustible était généralement du charbon de bois, du bois qui avait été partiellement brûlé dans un environnement pauvre en oxygène, pour en chasser les substances volatiles, laissant du carbone presque pur qui brûle chaudement, produit un minimum de fumée et crée des braises durables. Ces caractéristiques rendèrent le charbon de bois idéal pour une utilisation en intérieur dans un brasero, par opposition à la combustion de bois brut, qui produit beaucoup plus de fumée et nécessite une attention constante. L'utilisation de braseros pour le chauffage remonte à l'Antiquité. Des preuves archéologiques montrent des braseros en métal élaborés provenant de civilisations anciennes, y compris le célèbre brasero de Nimroud en Mésopotamie, daté d'environ 824 avant Jésus-Christ, qui démontre à la fois le développement fonctionnel et artistique de ces dispositifs. À l'époque médiévale, les braseros étaient si courants en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, avec des variations régionales dans la conception, mais le même principe de base. Dans les maisons médiévales européennes, les braseros pouvaient être utilisés dans les chambres à coucher pour fournir une chaleur supplémentaire lorsque la cheminée de la pièce était insuffisante ou lorsqu'il n'y avait pas de cheminée. Ils pouvaient être transportés de pièce en pièce selon les besoins, offrant une flexibilité que les sources de chauffage fixes ne possédaient pas. Pour les activités du soir comme la lecture, les travaux manuels ou les conversations qui se poursuivaient après que les feux principaux dans les salles se soient affaiblis, un brasero pouvait fournir une chaleur et une lumière localisées. Une variation culturelle particulièrement intéressante du brasero était la pratique espagnole et portugaise d'utiliser un brasero sous une table recouverte d'un tissu épais, appelé brasero en espagnol. La table était spécialement conçue à cet effet, parfois avec une structure en dessous, pour maintenir le brasero en toute sécurité. Les membres de la famille s'asseyaient autour de la table, avec leurs jambes et le bas de leur corps sous le tissu, créant ainsi une tente chaude au niveau de la table, tandis que le haut du corps restait dans l'air ambiant. Cette installation permettait aux gens de rester au chaud tout en travaillant, en mangeant ou en socialisant sans avoir besoin de chauffer une pièce entière à une température confortable. Des concepts similaires sont apparus dans d'autres cultures, le kotatsu japonais, le korsi iranien et le sandali afghan impliquent tous des tables avec des sources de chaleur en dessous et des couvertures qui emprisonnent la chaleur autour du bas du corps. L'évolution convergente de cette conception dans des cultures non connectées témoigne de son efficacité et du besoin humain universel de rester au chaud efficacement. Pour dormir, les braseros pouvaient être utilisés de plusieurs manières. Ils pouvaient être placés près du lit pendant 1 heure environ, avant de dormir pour réchauffer l'air de la pièce, puis retirés ou éteints avant que les occupants ne se retirent, réduisant ainsi le risque d'accumulation de monoxyde de carbone. Alternativement, dans des chambres plus grandes et mieux ventilées, un brasero pouvait être maintenu à faible combustion toute la nuit, fournissant une chaleur douce et constante. Il existe des récits historiques de personnes âgées ou malades dormant avec des braseros très près du lit ou même dans le cadre du lit lui-même, bien que cela comporte des risques évidents. Un exemple historique qui a été préservé concerne Tezozomoc, un chef du peuple tépanèque au Mexique précolombien, qui, selon les récits, était si âgé qu'il produisait très peu de chaleur corporelle et dormait entre 2 braseros pour rester au chaud. Bien que ce soit un cas extrême et extérieur à l'Europe médiévale, il illustre le principe. Les braseros pouvaient fournir de la chaleur à ceux qui ne pouvaient pas générer suffisamment de chaleur corporelle par leur propre métabolisme. Les avantages des braseros par rapport aux cheminées étaient multiples. Premièrement, ils étaient portables et flexibles. Vous pouviez déplacer la source de chaleur là où elle était nécessaire, plutôt que de devoir vous déplacer vers la source de chaleur. Deuxièmement, ils étaient plus efficaces dans le sens où toute la chaleur rayonnante allait dans la pièce plutôt qu'une grande partie ne monte dans une cheminée. Troisièmement,
ils pouvaient être utilisés dans des pièces ou des bâtiments qui n'avaient pas de cheminée, ce qui était important à des époques et dans des lieux où la construction de cheminées était coûteuse ou peu pratique. Quatrièmement, ils pouvaient être contrôlés relativement facilement en ajustant la quantité de combustible ou le débit d'air, permettant un réglage fin de la production de chaleur. Le charbon de bois, une fois correctement allumé, brûle de manière stable avec une attention minimale, contrairement au feu de bois qui nécessite une alimentation et une gestion régulière. Les inconvénients et les risques, cependant, étaient réels et reconnus même à l'époque médiévale, bien que les mécanismes ne fussent pas entièrement compris. La combustion de tout combustible à base de carbone consomme de l'oxygène et produit du dioxyde de carbone. Dans une situation de combustion incomplète, qui peut se produire lorsque l'oxygène est limité ou que le combustible est froid, du monoxyde de carbone est également produit, un gaz incolore et inodore qui est toxique pour les humains. Dans un espace mal ventilé, un brasero pouvait épuiser l'oxygène et produire des niveaux dangereux de monoxyde de carbone, entraînant des maladies ou la mort. Bien que les gens du Moyen Âge ne comprenaient pas la chimie, ils reconnaissaient dès que les pièces fermées avec des braseros en combustion pouvaient être malsaines ou dangereuses. Les sources historiques mentionnent des maux de tête, des étourdissements et des effets pires des braseros dans des espaces clos. En conséquence, les recommandations incluaient souvent d'assurer la ventilation, de ne pas utiliser de braseros dans de très petites pièces et de les éteindre avant de dormir. Certaines cultures considéraient les braseros comme plus sûrs ou plus sains que les cheminées car ils produisaient moins de fumée, qui était visible et clairement désagréable, alors que le danger invisible du monoxyde de carbone n'était pas reconnu. Cela a conduit à une situation quelque peu ironique, où les braseros étaient parfois préférés pour des raisons de santé, tout en posant en réalité certains risques respiratoires, s'ils n'étaient pas correctement utilisés. Le risque d'incendie était une autre considération. Un récipient de braise chaude est intrinsèquement dangereux. S'il était renversé, les braises pouvaient se répandre sur les planchers en bois ou la literie, déclenchant des incendies. Les archives historiques incluent des récits d'incendies déclenchés par des braseros. Les caractéristiques de sécurité dans la conception des braseros ont évolué pour faire face à ces risques. Des bases stables avec des pieds larges, des côtés hauts pour contenir les braises, parfois des couvercles ou des grilles, et des poignées ou des mécanismes de transport qui permettaient un déplacement en toute sécurité. Les pratiques les plus dangereuses, comme placer des braseros directement dans les lits ou très près de matériaux inflammables, étaient généralement évitées ou réservées à des situations désespérées. En comparaison avec les solutions de chauffage modernes, les braseros occupent un terrain d'entente intéressant. Un radiateur d'appoint moderne, électrique ou à combustible, fournit une chaleur portable et dirigée un peu comme un brasero avec les avantages du contrôle thermostatique et, dans le cas des radiateurs électriques, l'absence de produits de combustion. Cependant, il nécessite une infrastructure énergétique, de l'électricité ou des chaînes d'approvisionnement pour des combustibles comme le kérosène ou le propane. Un brasero ne nécessitait qu'un combustible qui pouvait être produit localement, le charbon de bois qui pouvait être fabriqué à partir de n'importe quelle source de bois. La densité énergétique et les caractéristiques de combustion du charbon de bois sont impressionnantes. Une petite quantité fournit une chaleur substantielle pendant des heures. Du point de vue de l'autosuffisance, un brasero est une technologie plus résiliente. Dans les situations où l'infrastructure moderne fait défaut, panne de courant prolongée pendant les tempêtes d'hiver, par exemple, la connaissance de la manière d'utiliser en toute sécurité un chauffage à combustion devient d'une importance capitale. L'intérêt contemporain pour les braseros est largement axé sur l'utilisation récréative en plein air. Les foyers et les braseros sont populaires pour les patios et les jardins, offrant chaleur et ambiance. Cependant, il y a aussi un regain d'intérêt pour les méthodes de chauffage traditionnelles dans certaines communautés, que ce soit pour l'authenticité historique, la durabilité ou la préparation aux situations d'urgence. Les principes d'utilisation sûrs d'un brasero: assurer une ventilation adéquate, utiliser le bon combustible, maintenir un placement stable, ne jamais les laisser sans surveillance dans des espaces clos, sont des connaissances importantes que les gens modernes ont largement perdues. Comme pour de nombreuses techniques médiévales, il y a à la fois une sagesse pratique et un danger réel dans la technologie, et comprendre la différence nécessite une éducation et un respect de l'outil. D'un point de vue historique, les braseros représentent une technologie adaptative. Ils ont résolu de vrais problèmes, le besoin de chauffage portable et flexible,
avec les matériaux disponibles et dans les limites de la compréhension médiévale. Ils étaient suffisamment efficaces pour rester en usage pendant des siècles, non seulement en Europe, mais dans le monde entier. Le fait que des technologies similaires aient évolué indépendamment dans différentes cultures suggère que le brasero représente une sorte de solution optimale, compte tenu de certains paramètres. Une métallurgie pré-industrielle, la disponibilité de combustibles solides et le besoin de sources de chaleur mobiles. Les systèmes de chauffage modernes sont beaucoup plus sophistiqués et plus sûrs, mais ils sont aussi plus complexes, plus dépendants d'infrastructures spécialisées et plus gourmands en ressources. Le brasero, en revanche, est élégant dans sa simplicité. Mettez des braises chaudes dans un bol en métal et vous avez de la chaleur portable. Le fait que cela soit resté une solution viable de l'Antiquité à l'époque médiévale et jusqu'au début de l'ère moderne témoigne à la fois de son efficacité et de ses limites. Assez efficace pour être précieux, assez limité pour être finalement supplanté par de meilleures alternatives lorsque celles-ci sont devenues disponibles. Alors que nous avons parcouru ces 7 techniques de sommeil médiéval, lits à rideaux, literie en laine, pierre chauffée, sommeil partagé, conception architecturale, matelas naturel et brasero portable, une image claire émerge qui remet en question les idées reçues modernes sur le passé. Les gens du Moyen Âge ne souffrirent pas pendant les hivers froids dans une misère ignorante, attendant désespérément l'invention du chauffage central pour les sauver de conditions primitives. Au lieu de cela, ils ont développé et employé un ensemble sophistiqué de stratégies qui démontraient une intelligence pratique, une observation empirique et une compréhension intuitive de principes que la science thermique moderne a depuis formalisés et validés. Ces techniques fonctionnaient souvent remarquablement bien et à plusieurs égards importants. Elles fonctionnaient mieux que de nombreuses solutions contemporaines. L'efficacité des méthodes de sommeil par temps froid au Moyen Âge reposait sur plusieurs principes fondamentaux qui restent tout aussi valables aujourd'hui. Premièrement, l'accent mis sur la création et le maintien de microclimats plutôt que de tenter de chauffer des structures entières était thermiquement efficace et ciblait le confort là où il comptait le plus, en contact immédiat avec le corps endormi. Le lit à rideaux créait un petit espace isolé. Les couvertures en laine emprisonnèrent l'air dans d'innombrables petites poches. Les chauffe-lits et les pierres chauffées fournissaient une masse thermique qui libérait l'énergie lentement. Le sommeil partagé mettait en commun la chaleur corporelle. La conception architecturale capturait et stockait la chaleur solaire passive et celle du feu. Les matelas naturels isolaient des surfaces froides, et les braseros offraient un chauffage dirigé portable. Chaque technique abordait un aspect spécifique du défi, et ensemble, elles formaient un système intégré qui minimisait la perte de chaleur et maximisait le confort avec un apport énergétique minimal. Deuxièmement, les méthodes médiévales étaient fondamentalement durables. Les matériaux employés, le bois pour les feux, la laine des moutons, la paille des cultures céréalières, les plumes de la volaille, la pierre de la terre, étaient renouvelables et biodégradables. La source d'énergie était presque exclusivement le bois, qui, lorsqu'il est correctement géré par le taillis et les pratiques de gestion forestière que les communautés médiévales ont développées, est renouvelable. Les méthodes ne produisaient pas de déchets toxiques, ne nécessitaient pas de combustibles fossiles et ne dépendaient d'aucune infrastructure complexe. À la fin de leur vie utile, les matériaux se décomposaient sans danger ou pouvaient être réutilisés. Comparez cela au système de chauffage contemporain qui consomme du gaz naturel, du fioul ou de l'électricité, souvent produite à partir de combustibles fossiles, nécessite des équipements manufacturés à durée de vie limitée qui deviennent des déchets industriels et dépendent d'une infrastructure de distribution complexe et vulnérable aux perturbations. D'un point de vue écologique et de durabilité, les approches médiévales étaient largement supérieures à la plupart des alternatives modernes. Troisièmement, ces méthodes étaient accessibles à tout le spectre social. Bien que les riches jouissaient certainement de lits plus élaborés, de laine plus fine et de ressources de chauffage plus abondantes, les principes de base pouvaient être appliqués à n'importe quel niveau économique. Une famille de paysans dans une chaumière d'une seule pièce pouvait partager un lit avec des paillasses et des couvertures en laine sous une alcôve à rideaux, avec des pierres chauffées du feu de cuisine et la chaleur communautaire de plusieurs membres de la famille, atteignant un confort raisonnable sans infrastructure coûteuse. Les techniques s'adaptaient du simple à l'élaboré, mais restaient fondamentalement similaires. Les systèmes de chauffage modernes, en revanche, nécessitent un investissement en capital important dans les fournaises,
les chaudières, les radiateurs, les conduits, les thermostats et l'isolation, ainsi que des coûts de combustible continus. Cela signifie que l'accès à la chaleur dans la société contemporaine est plus directement lié aux ressources économiques. Ceux qui ne peuvent pas se permettre des systèmes de chauffage ou des factures d'énergie font face à de graves difficultés, alors que les techniques médiévales, bien que plus laborieuses, dépendaient moins des biens achetés. L'examen de ces techniques d'un point de vue moderne révèle des parallèles et des leçons intrigants. Les mouvements de durabilité contemporains redécouvrent ou réaffirment bon nombre des principes que les gens du Moyen Âge employaient. Le mouvement de la maison passive en architecture met l'accent sur une isolation épaisse, la masse thermique, le placement stratégique des fenêtres et des besoins de chauffage minimaux, essentiellement des versions sophistiquées de la gestion de la chaleur architecturale médiévale. Les industries des loisirs de plein air et des vêtements de performance sont revenues à la laine et au duvet après des décennies passées à se concentrer sur les synthétiques, reconnaissant que les matériaux naturels surpassent souvent les alternatives artificielles dans des conditions réelles. Les guides de préparation aux situations d'urgence incluent de plus en plus des stratégies de chauffage et de sommeil à faible technologie comme la superposition, le regroupement pour la chaleur et l'utilisation de la masse thermique, les mêmes techniques que les gens du Moyen Âge utilisaient couramment. Les mouvements minimalistes et des mini-maisons adoptent des espaces de vie plus petits et plus faciles à chauffer, un principe que les ménages médiévaux connaissaient bien. Les défenseurs d'un mode de vie durable promeuvent les matériaux naturels, les ressources renouvelables et la réduction de la consommation d'énergie, toutes des caractéristiques des méthodes médiévales. Il ne s'agit pas de suggérer que nous devrions abandonner la technologie de chauffage moderne et retourner dormir à 3 par lit avec des pierres chaudes à nos pieds. Les systèmes modernes offrent un confort, une commodité et une fiabilité que les gens du Moyen Âge ne pouvaient pas atteindre. Nous comprenons mieux la transmission des maladies et pouvons reconnaître que les conditions de sommeil surpeuplées, bien que thermiquement bénéfiques, comportent des risques pour la santé que le chauffage adéquat et des espaces de sommeil séparés peuvent atténuer. Nous avons des matériaux et des technologies qui peuvent surpasser les matériaux naturels médiévaux dans des contextes spécifiques. Nous avons largement éliminé la qualité de l'air plein de suie que les feux ouverts et les cheminées imparfaites créaient. Ce sont de véritables avancées qui méritent d'être préservées. Cependant, l'exemple médiéval démontre que la chaleur et le confort ne nécessitent pas intrinsèquement une consommation d'énergie élevée, une technologie complexe ou une dégradation de l'environnement. L'hypothèse selon laquelle les sociétés industrielles modernes sont nécessairement plus sophistiquées et que les peuples historiques se contentaient simplement de méthodes inférieures jusqu'à ce que le progrès les sauve est manifestement fausse, du moins dans ce domaine. Les techniques de sommeil médiéval étaient des solutions efficaces, adaptées de manière optimale aux ressources et aux connaissances disponibles, et elles atteignaient leur objectif, permettre aux gens de dormir confortablement pendant les hivers froids. Avec une efficacité et une durabilité remarquables, nous ferions bien d'étudier ces méthodes, non pas comme des curiosités historiques, mais comme des guides potentiels pour développer des approches plus durables aux défis contemporains. Les leçons s'étendent au-delà du chauffage et du sommeil à des questions plus larges sur la technologie, la durabilité et le progrès. Nous supposons souvent que le plus récent est le meilleur, que les solutions modernes sont intrinsèquement supérieures aux solutions historiques, et que le passé a peu à nous apprendre sur les défis futurs. Les preuves des techniques de sommeil par temps froid au Moyen Âge suggèrent le contraire. Parfois, les solutions plus anciennes sont plus élégantes, plus durables, plus résilientes et plus accessibles que les alternatives contemporaines. Parfois, l'ingéniosité née de la contrainte de personnes travaillant avec des ressources limitées produit des idées que les sociétés industrielles riches, axées sur la consommation pour atteindre le confort, négligent ou oublient. Parfois, le progrès n'est pas une ligne droite vers l'avant, mais un cycle d'oubli et de redécouverte. Alors que nous sommes confrontés à des défis contemporains, sécurité énergétique, changement climatique, épuisement des ressources, inégalités économiques, l'exemple médiéval offre de l'espoir et une direction pratique. Il démontre que les humains peuvent vivre confortablement avec une consommation d'énergie et de ressources bien inférieure à celle qui caractérise actuellement les nations développées. Il montre que les pratiques durables et le confort ne sont pas mutuellement exclusifs. Il nous rappelle que les solutions distribuées à petite échelle peuvent être plus résilientes que les systèmes centralisés complexes. Il prouve que les matériaux naturels et les systèmes passifs
peuvent surpasser les produits industriels dans certains contextes. Ces leçons ne fournissent pas de réponse complète aux problèmes modernes, mais elles suggèrent des directions productives pour l'enquête et l'expérimentation. En revenant à notre point de départ, cette nuit médiévale froide, le givre sur les murs de pierre, le vent hurlant, nous pouvons maintenant voir la scène plus complètement. Oui, il faisait froid. Oui, les gens du Moyen-Âge manquaient des technologies que nous tenons pour acquises. Mais ils n'étaient pas des victimes impuissantes de leur environnement. Ils avaient des lits chauds avec d'épais rideaux créant des microclimats douillets. Ils avaient des couvertures en laine qui isolaient magnifiquement. Ils avaient des pierres chauffées réchauffant leurs lits. Ils avaient des compagnons partageant la chaleur. Ils avaient des pièces positionnées pour un chauffage passif maximal et des murs épais stockant l'énergie thermique. Ils avaient des matelas moelleux remplis de plumes ou de paille isolante. Ils avaient des braseros portables pour une chaleur supplémentaire. Ils avaient, en somme, un système efficace et sophistiqué pour rester au chaud, développé au fil de siècles d'expérience et adapté aux conditions et aux ressources locales. Ils dormaient profondément pendant les nuits d'hiver, non pas malgré leur manque de technologie moderne, mais parce qu'ils comprenaient leur environnement et travaillaient intelligemment avec les principes naturels. Lorsque nous voyons cela avec les yeux d'aujourd'hui, cherchant des solutions durables pour réduire notre impact environnemental tout en maintenant le confort et la santé, les techniques de sommeil par temps froid du Moyen Âge ont beaucoup à nous apprendre. Elles nous rappellent que la durabilité n'est pas une question de sacrifice et d'inconfort, mais de conception intelligente et de travail avec la nature. Elles démontrent que la basse technologie peut être haute performance. Elles prouvent que nos ancêtres n'étaient ni primitifs ni pitoyables, mais étaient plutôt des solutionneurs de problèmes ingénieux dont les solutions restent pertinentes et précieuses. Dans un monde confronté aux conséquences de pratiques non durables, ces astuces médiévales pour dormir dans le froid offrent plus qu'un intérêt historique. Elles offrent de l'inspiration, des connaissances pratiques et une vision différente de ce à quoi peut ressembler une vie confortable et durable. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration des techniques de sommeil médiéval et de leur pertinence surprenante pour les préoccupations contemporaines. J'espère que cette plongée dans l'histoire vous a apporté non seulement des faits intéressants, mais aussi une nouvelle perspective sur le passé et les futurs possibles. Si vous avez trouvé cette exploration précieuse, je serais ravi que vous donniez un j'aime à cette vidéo et que vous la partagiez avec d'autres qui pourraient apprécier ce mélange d'histoire, de science et de durabilité. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'enquêtes sur la manière dont les pratiques et les connaissances historiques peuvent éclairer notre compréhension des défis modernes. Et j'adorerais avoir votre avis dans les commentaires. Avez-vous déjà essayé l'une de ces techniques? Avez-vous des expériences de sommeil par temps froid, que ce soit en camping ou dans des espaces non chauffés? Quelles pratiques historiques pensez-vous que nous devrions reconsidérer à la lumière des défis de durabilité contemporains? Vos pensées et vos expériences ajoutent énormément à la conversation. D'ici la prochaine fois, restez curieux du passé et réfléchis quant à l'avenir.